et messieurs, donc on a un rythme accéléré. On démarre tout de suite la seconde session avec les panélistes devant vous, donc sur un thème qui est le guichet unique à l'ère de la disruption de la chaîne logistique, levier innovant, défi incontournable d'une intelligence communautaire. Donc avec les intervenants que je vais citer dans l'ordre, donc il y a Lance, directeur de système d'information du port de Los Angeles, et j'ai Miss Van, consultant en stratégie des affaires innovation Pays-Bas, Jalal Ben Hayoun, directeur général de Portnet. Alors, Si Mohamed Saad, président de l'OSIM et directeur du système d'information de la Bourse de Casablanca. Si Mohamed Talal, qu'on a vu ce matin, plutôt en début d'après-midi, donc vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Et bien sûr, Juan Ahmad Sebti, directeur général de Donggang Net Technologies Malaisie. Messieurs, soyez les bienvenus. Donc, première question par rapport à ce que le secteur est en train de connaître. J'ai parlé tout à l'heure dans le panel précédent de la transformation digitale. Il y a un autre phénomène qui est en train de s'incruster maintenant, qui est toute la partie ubérisation. Donc forcément, la logistique, la supply chain va connaître des modifications qui sont substantielles et qui vont impacter lourdement tout ce qu'on appelle la chaîne, que ce soit du commerce, des échanges ou de la supply chain au global. Première intervention, je sollicite votre réaction à chaud, Si Mohamed Talal, par rapport à cette problématique en tant que d'abord logisticien expert. Donc vous avez agi dans les différentes commissions logistiques et actuellement donc, vous êtes vice-président de la Confédération générale des entreprises. Quel est l'impact de ce que nous sommes en train de vivre actuellement sur tout l'écosystème de la supply chain? Merci Simounir. J'ai envie de revenir un petit peu sur le sujet que j'ai traité tout à l'heure en début d'après-midi et ce qui a été un petit peu repris par le panel juste d'avant, quand M. Rahou a dit que c'était 10% de gestion réellement en termes de process, marchandises, transport, mais 90% de gestion de l'information. Je n'ai pas l'impression qu'on ait réellement pris conscience que l'information et la gestion des bases de données étaient réellement le cœur du sujet. Aujourd'hui, c'est une arme extraordinaire pour relever des défis très importants au niveau international. Nous sommes sur des marchés à l'international aujourd'hui. Les entreprises ne jouent plus dans une région. Elles jouent vraiment au niveau monde, sur les marchés européens, les marchés américains, les marchés asiatiques. Les marchés sont partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'entreprise doit pouvoir livrer partout dans le monde et importer de n'importe où dans le monde, sachant que les cours des matières premières évoluent d'une région à l'autre en fonction des tensions géopolitiques et géoéconomiques que nous connaissons aujourd'hui dans le monde. Donc, les systèmes d'information sont le cœur aujourd'hui. Et j'ai envie de poser la question aux véritables professionnels, c'est de dire où sont stockées les données, comment sont-elles gérées, où est cette gestion de base de données collaborative dont on va avoir besoin demain. Les entreprises logistiques vont se transformer. Aujourd'hui, je prends à mon niveau national, au niveau logistique, nos effectifs sont très importants. Ce sont surtout des ingénieurs informaticiens, des gestionnaires de bases de données, des techniciens en développement informatique, des gestionnaires de contrats, une direction juridique. Donc notre métier est appelé à se transformer. Et aujourd'hui, en tant que pays, quels sont les contrats? Et là, je m'adresse à la direction générale de l'ANP et à mon ami ici, Jalal, c'est de poser la question, est-ce que des contrats vont être signés avec d'autres ports pour l'accès à leurs données, l'exploitation de ces données? Et effectivement, il y a la problématique d'intelligence économique qui se pose avec acuité, parce que demain, la performance, ça sera à ce niveau-là. Aujourd'hui, au niveau de Portnet, nous avons un guichet unique, c'est très bien, et il fallait le faire parce que nous sommes en train de rattraper un retard. Il ne faut pas oublier qu'on avait parlé de 20% des coûts logistiques, d'accord, c'était 20% du PIB, par rapport à des pays européens qui sont à 9-10%, donc nous sommes en train de rattraper le retard, à grands pas, et grâce à des projets comme celui du guichet unique de Portnet. Mais maintenant, il faut aller au-delà, il faut être beaucoup plus compétitif, il faut avoir des compétences distinctives par rapport à une concurrence internationale. Merci. Vous revenez sur cette criticité des données et de leurs impacts par rapport tout simplement aux prises de décision et à la reconfiguration de la supply chain. Je voudrais interpeller Lance sur cette problématique-là par rapport à la reconfiguration que connaît actuellement la chaîne logistique, surtout à travers votre expérience aux États-Unis d'Amérique, ou pourquoi pas d'une manière globale et internationale. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a des disparités, c'est-à-dire que différentes régions du monde ne vivent pas les mêmes problématiques avec le même impact? Quel est votre ressenti par rapport à ce qui a été dit?
Thank you. Very happy to be here and share our thoughts on that. I think we all share very similar challenges. Throughout the day, I've heard the challenges that apply to us as well. There are many data sets throughout the supply chain. There's a lot of existing data, but what we need to do is bring all of that together. So there's a couple of areas that we can benefit from that. One is from the transactional. That's the basically the more obvious immediate efficiency. But as was just mentioned, there's also the concept of the data analysis, the analytics behind that that can be used to improve some of the areas within the supply chain. But all of that is harnessing all of that data, being able to better utilize that data for efficiencies, not just immediate in the transactional, but also benefits longer term and throughout some of the process reengineering opportunities that may exist. Je reviendrai vers vous. Maintenant, je voudrais interpeller. Alors, si Jalal, la problématique a été lancée par Si Mohamed Talal, la criticité des données. Je crois qu'il vous a même interpellé sur ce sujet-là. Et l'autre problématique qui est la variation, c'est-à-dire les disparités que connaissent les pays à travers leur rythme et leur implication dans cette reconfiguration digitale. Qu'en pensez-vous? Merci. En fait, quand on a parlé tout à l'heure de données, les données sont un vivier très important qui nous permettent aujourd'hui, le fait de les regrouper dans le cadre d'une communauté, qui nous permettent aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas faire de par le passé. Et ça, justement, c'est grâce à la description, grâce au fait de pouvoir travailler en communauté. Et là, je donnerai toujours l'exemple que je donne, c'est celui de Waze. Le fait qu'on puisse utiliser un même outil ensemble, en conduisant, on donne des données. Waze ne nous demande pas de saisir des données. On donne des données, ces données-là sont partagées en communauté, ils nous permettent des choses impossibles à faire si on donnait des données-là à travers du papier. Ça nous donne de l'intelligence artificielle et le travail en communauté rend possible d'assister tout un chacun en agrégeant l'expérience de tout un chacun dans le cadre d'une communauté et faire bénéficier chaque personne de cette sommation de l'expérience de tout le monde. Dans le commerce international, si j'ai envie d'importer de Chine, je vais demander dans le monde classique à mes amis, à mes connaissances, à mes transitaires, comment vous faisiez, combien ça coûte, quelles sont les procédures, ainsi de suite. Mais si on fait nos procédures au sein d'un système électronique, automatique, communautaire, où les données sont partagées, je peux bénéficier à n'importe quel moment de toutes les expériences de tous les importateurs ou les exportateurs qui ont justement pris le même chemin. Je vais à chaque instant avoir cette sommation de leurs expériences agrégées et c'est ce qui donne un petit peu cette intelligence. Et c'est sur ce sens-là qu'on est en train de travailler. Je vais mettre dans mon système, je donne un exemple, je vais importer des téléphones à partir de la Chine, au Maroc. Quelqu'un va opérer au niveau du guichet unique, il ne va rien demander, il n'a pas besoin d'informations, il fait son process pour importer des téléphones. Ben, la plateforme, si on arrive à l'exploiter, peut lui proposer de ne pas importer de Chine, mais importer de la Corée du Sud, parce qu'au Maroc, on importe de la Corée du Sud. Il peut lui dire que selon ton circuit, peut-être que ça sera plus rentable pour toi de ramener ça de la Corée du Sud. Parce qu'on a cette agrégation de ces données-là, on a cette intelligence qui peut être développée du fait que les données sont partagées en tout le monde, du fait que tout le monde travaille sur le même outil. Et c'est ça un petit peu la force de cette mutation technologique qu'on vit au niveau du monde entier, dans tous les secteurs. Quand vous utilisez Waze, il va changer le chemin en dynamique. Et on peut imaginer la même chose au niveau de la supply chain à l'international. On peut imaginer la même chose au niveau du commerce international. La plateforme communautaire peut me proposer des chemins différents à chaque instant où j'ai besoin de prendre des décisions. Et là, il va optimiser mon commerce extérieur d'une façon dynamique et qui peut changer durant le process. C'est un petit peu donc c'est un challenge en même temps pour tirer profit de tout ça. Mais c'est une vraie opportunité si on se fait confiance, si on partage les données et si on travaille ensemble.
Jalal, vous posez quand même le préalable de la confiance, parce qu'il s'agit quand même de données stratégiques. Je ne sais pas si ça répond à ta question, si Mohamed Talal, parce qu'au fait, on parle de criticité de données. Est-ce que c'est compatible avec un marché concurrentiel? C'est ça la question que je me pose. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une logique concurrentielle qui permettrait le partage aussi simple de ces informations qui sont quand même très, très, très stratégiques? Effectivement, et si vous avez bien suivi les discussions qu'on a eues ce matin, ce n'est pas n'importe quelle plateforme communautaire. On parle de guichet unique, on parle de Port Community System. On a parlé de principes fondamentaux de fonctionnement de ces plateformes. C'est des plateformes qui doivent être neutres, qui doivent être bien gouvernées. Il ne faut pas qu'on mette à la tête de ces plateformes des fous furieux qui vont vendre les données, qui vont exploiter ces données-là, ainsi de suite. Il faut qu'ils soient bien contrôlés par les gouvernements. Et il faut qu'il y ait un framework de fonctionnement de ces plateformes. Il faut qu'ils servent l'intérêt de tout le monde et pas l'intérêt d'une petite communauté. Et c'est ça un petit peu le risque qu'on a avec ces plateformes-là. Et c'est là où on a un modèle qui... Je me permets juste d'intervenir. Quand tu dis il faut, est-ce que ce n'est pas le cas déjà? Oui, c'est le cas justement. Heureusement au Maroc, et c'est quand on pose justement ces recommandations au niveau des Nations Unies, au niveau de l'UNCFACT, qu'on travaille sur ces core principles, c'est pour mettre l'attention sur ça et conseiller les pays qui rentrent dans cette démarche de ne pas penser uniquement technique, de ne pas penser uniquement à comment faire la plateforme, c'est comment la faire fonctionner d'une façon communautaire, comment on va être certain que cette plateforme ne va jamais présenter un risque. Parce qu'il n'y a pas uniquement ça, il y a aussi l'effet domino. Le fait qu'on est dans une seule plateforme, c'est qu'on met tous les œufs dans le même panier. Et quand le panier va tomber, tous les œufs vont être cassés si on ne fait pas attention. Il n'y a plus d'œufs, exactement. Tout à fait. Voilà, donc, merci beaucoup. Voilà, pardon? Elle fait une omelette. On va avoir une grosse omelette. Merci beaucoup, Jalal. Alors, Miss, je vais vous interpeller sur cette question, parce que vous êtes consultant stratégie des affaires et innovation. Quel est votre ressenti par rapport à cette transformation qui est en train de reconfigurer? Il y avait un intervenant qui a parlé de la criticité des données, du partage des données. De quelle manière peut-on, au sein de la communauté, bien sûr, du commerce, profiter de ces évolutions sans forcément qu'il y ait un impact négatif et destructeur? Well, I think that looking at technologies, I think that when looking at technologies within our environment, we really have to look at what is our environment. Our environment doesn't exist of just one system. It is a connected set of systems. It's all kinds of platforms operating throughout the world, interconnected to each other, and really working together until it reaches a single window system, and after that it reaches a government. So what I see is that innovation is really being done within the business-to-business part of those networks. Single windows as such are a leverage for innovation, but the real platforms before it, so the port community systems, but also the ISMET systems mentioned by Lens, they are really the key points in leveraging innovation in the environment. Je voudrais interpeller, si Mohamed Saad, vous êtes directeur des systèmes d'information à la Bourse de Casablanca. Comment vous vivez ces transformations? Est-ce que vous y voyez une criticité, une innovation positive, c'est-à-dire qui va permettre plus d'opportunités d'investissement? Je voudrais juste votre lecture par rapport à ce qui a été dit. Très bien, merci. Et merci encore pour l'invitation de l'OSIM. J'interviens avec une casquette président de l'Association des utilisateurs systèmes d'information au Maroc. Ils font 80 adhérents et derrière nous, c'est 200 000 utilisateurs. Et je voudrais en fait porter un petit éclairage sur cette notion de data et d'information et de données qu'on utilise. D'abord, il est très important de classifier ces données entre confidentielles, critiques et publiques. Il faudrait savoir les classer et de savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nous-mêmes en tant que Portnet par exemple. On peut créer de l'intelligence à partir de toute la data dont on dispose. De la donnée confidentielle, elle est aussi propre à Portnet. Elle peut en créer des opportunités d'affaires et de business pour la communauté. Maintenant, par rapport à la data publique, elle est publique.
je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va être plus préoccupé par de l'information qui est connue par tout le monde. Au contraire, j'en fais de l'open data, je l'ouvre et je la sors à la communauté pour qu'on puisse créer des opportunités pour des startups qui vont croiser ces données-là avec des données d'autres secteurs d'activité et en créer de l'intelligence. C'est très important. Nous ne sommes pas les seuls dans le monde à le faire. Au contraire, nous sommes assez mal classés dans le monde à utiliser de l'open data. Et plus de l'open data structuré. Je voudrais juste vous arrêter tout de suite. Pourquoi on est mal classé? C'est du fait de quoi? De la curiosité des utilisateurs, des problématiques de plateforme C'est une bonne question. Nous sommes assez mal classés, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté pour ouvrir de la data au public, pour sortir de la data. Et quand on le fait mal, on le sort sous forme de textes ou de PDF qui ne sont pas exploitables par des experts, enfin, ou on va dire de la communauté technologique. Parce que sortir de la data pour qu'elle soit exploitable, il faut utiliser des standards qui sont connus, style XBRL dans le système financier, style fixe pour aussi le marché des capitaux, ou style des données, on va dire texte, mais que je puisse charger moi dans mes programmes, je suis informaticien, que je puisse charger dans mes programmes et que je puisse créer des automates automatiques qui vont aller chercher à fréquence régulière, chaque fin de journée ou chaque fin de mois ou chaque fin de trimestre, que je télécharge à travers des web services sur vos bases de données ou que je télécharge sur vos textes et que je mixe ces données pour en créer de la connaissance. C'est extrêmement important. Enfin, les gens qui sont aujourd'hui, quand vous allez vous planifier vos vacances sur Londres ou Paris, vous allez trouver une foultitude d'applications qui vont traiter de la donnée qui sont déjà mises à la disposition de la communauté par tous les intervenants dans le secteur du tourisme et autres. Ce genre de choses, nous ne l'avons pas, tout simplement parce que on ne sort pas de la donnée, on n'est pas prêt à partager. Nous, institutions, je parle de la Bourse de Casablanca, il y a un certain nombre de données qui sont publiques, on ne le fait pas, c'est parce que ce n'est pas dans notre stratégie. Donc, voilà, je parle de moi-même. Dans d'autres institutions, c'est la même chose. Donc, l'open data est extrêmement important pour créer de l'intelligence et de l'opportunité pour le marché. Mohamed, est-ce que ce n'est pas un handicap en soi-même? C'est-à-dire que si on a la capacité de diffuser, de partager et puis de prendre décision derrière, est-ce que ce n'est pas un handicap? Donc ça revient à la problématique des disparités. Si on n'accède pas, on n'exploite pas, donc on n'est pas compétitif et par conséquent assez agile. Tout à fait, tout à fait. On perd énormément d'opportunités parce que moi, dans le tourisme, je n'offre pas la bonne information, la bonne data à celui qui va venir visiter mon pays. Je dis la même chose dans tous les secteurs d'activité, c'est la même chose. Et donc, je vous invite à aller sur notre site opendata.gouv.ma. Vous allez trouver quelles sont les informations qu'on partage, ces informations qui ne sont pas exploitables. C'est du PDF, c'est du Word. Ce n'est pas exploitable. Quand bien même nous avons interpellé, nous, l'OSIM, un certain nombre d'administrations pour offrir de la data, ce qu'ils vont vous dire, c'est moi, par exemple, ministère des Finances, il y a un certain nombre de directions, certaines directions qui peuvent ouvrir de la data, d'autres non. Et donc, du coup, je n'ai pas une démarche intégrée. Bon, là, on s'écarte un peu de notre sujet, mais l'open data est extrêmement important. On est sur un levier quand même de compétitivité, donc qui est important dans le dispositif et l'écosystème d'ailleurs, de ce qu'on appelle l'échange de données et bien sûr le commerce. Merci beaucoup de ces précisions. Donc, je vais interpeller tout de suite Van Ahmed par rapport à ce qui a été dit. Quel est votre ressenti par rapport à ce qui a été dit? Donc, est-ce qu'on est dans des logiques de défi? Est-ce qu'on est dans des logiques tout simplement d'intelligence communautaire qui va être et doit être renforcée par ce qu'on appelle toute la logique électronique et data? Right. Thank you very much. Okay. What I see, the modification for the logistic change, it can be done. I would say that a few strategies that can be adopted. Of course, I would say the most famous one is talking about the disruption technologies, where you inject some. I think we heard early this morning that quite a number of speakers talking about the blockchain technologies.
And of course, blockchain is quite important because of the ability to provide, I would say, the trusted data. That is one of the critical elements of blockchain, and therefore, we as the organization, we in the midst of developing a few applications related to blockchain technologies to address the trust issues. I give an example that we are now very aggressively into halal services, especially on the halal logistic supply chain. And with that, we are able to provide, I would say, the traceability in place for all the stakeholders and all actors who participated in the chain. Besides that also, we noticed that things like data analytics, I think a few speakers that have been touched just now about this topic. Data analytics basically in our regards, it actually would help the stakeholders make informed decisions immediately. This is also another critical component in the supply chain where you actually need to make a faster decision in terms of the supplying assurance, risk mitigation, the process optimization, so on and so forth. So there are a few examples that I touched on the waste that can be injected into the supply chain. And of course, we have a couple more things that we can touch later. Thank you. Merci beaucoup. Alors, je vous pose une question d'une manière globale. Après, donc, vous allez vous succéder dans la réponse par rapport à cette question. Si Mohamed Talal, les configurations nouvelles, donc nous sommes au seuil de profonde modification structurelle. Je fais allusion au blockchain, je fais allusion donc aux exosquelettes, les nouveaux moyens de transport, la donnée, etc. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que le phénomène va générer des disparités et par conséquent renforcer les inégalités qu'il y a en termes de performance et en termes d'innovation? Parce que quand on parle de mondialisation, est-ce qu'on va encore renforcer les décalages qu'il y a ou carrément donc, créer des équilibres? Personnellement, je crois qu'aujourd'hui que le cas de Portnet est un exemple très clair. Les entreprises aujourd'hui qui ont su prendre le virage, prendre le train, seront dans la course, sachant qu'aujourd'hui nous sommes déjà en retard. Le guichet Portnet est un projet parmi tant d'autres qu'il faut encore réaliser, il y a encore beaucoup de travail à faire. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a encore du retard à rattraper. Nos coûts logistiques aujourd'hui au Maroc sont encore très élevés, beaucoup trop élevés. Nous n'avons pas encore ce gap qui nous permet d'avoir des gains de compétitivité. La logistique, comme l'a expliqué M. Mantrache tout à l'heure, le président de l'APRAM, est transversale. Toutes les entreprises de production font appel à une logistique, à l'import ou à l'export, pour acheter des matières premières ou pour exporter. Dans 70% des cas. 30% sont en local. Mais même en local, elles font des importations, ne serait-ce que de matières premières ou de consommables ou autres. Auquel cas, une entreprise industrielle qui est implantée au Maroc, une entreprise industrielle qui est implantée à Madrid, avec un même outil de production, les mêmes process, les mêmes ingénieurs, à compétitivité égale, s'en trouvent amputés parce qu'une entreprise à Madrid a 11% de coûts logistiques pour aller vers un marché cible, alors qu'au Maroc, nous sommes à 17 ou 18% aujourd'hui. Donc, ce qui rend notre industrie non compétitive. Donc, aujourd'hui, il faut aller très vite. Et la digitalisation, la dématérialisation est le passage obligé. Qu'on soit clair. Je vais prendre notre cas aujourd'hui au niveau de notre groupe, La Voie Express. On se retrouve aujourd'hui à faire 70% de gestion d'information et d'informatique. On se transforme en une société d'informatique. En fait, on a une flotte de 360 véhicules, mais on l'a par défaut, parce qu'on n'a pas trouvé de sous-traitant capable de prendre les véhicules. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée sur un véhicule, sur un camion. La véritable valeur ajoutée est dans la donnée. Un donneur d'ordre vous dit, écoutez, il y a un conteneur qui est à Shanghai, et le contenu du conteneur doit être vendu sur un marché cible à des consommateurs, à Meknes, Fès, Oujdan, Nador, et il faut encaisser auprès d'eux et leur ramener des valeurs. Et c'est un simple plateau de bureau à Casablanca. Donc d'un plateau de bureau, il peut passer tous ses ordres. Il externalise toute sa logistique. Et tout le travail se fait dans le système d'information et les interfaces que l'on développe.
Aujourd'hui, avec des grands donneurs d'ordre comme Procter, Danone ou autres, toutes les interfaces informatiques ont parfaitement été développées. Pas uniquement au Maroc, à Genève, à Cincinnati, à Dubaï. Et ils reçoivent des données en temps réel, on reçoit des informations en temps réel. Et aujourd'hui, le futur, il est là, il n'est pas ailleurs. D'autant plus que les consommateurs, comme j'expliquais tout à l'heure, commandent de moins en moins, de petits volumes, à fréquence élevée et en très petite quantité. Donc il faut être aujourd'hui, il faut prendre le train de la digitalisation, de la dématérialisation. Et par contre, je vais revenir sur un sujet, c'est la data. Elle est extrêmement importante. Et je crois qu'il y a une industrie qui doit se développer de plus en plus. C'est l'analyse de cette data, son exploitation et sa mise à disposition des industriels pour une compétition mondiale. Et cette industrie aujourd'hui au Maroc, nous devons la développer de plus en plus. Et c'est une niche qu'il faut, une niche aujourd'hui peut-être, mais en Europe, elle est déjà présente. Il faut que je puisse, quand on prend l'agriculture aujourd'hui, avec une simple cartographie des couleurs, on peut savoir quels vont être les cours du blé dans les 3 mois, les 6 mois, les 9 mois, les 12 mois, et faire des achats à terme, ou faire des swaps de taux et des swaps de devises. Et c'est ce que nous allons connaître nous, demain sur des boîtes qui s'appellent des conteneurs, parce que le contenu, on ne les connaît pas, mais on a la data aujourd'hui, dans l'ensemble des guichets uniques, dans l'ensemble des data centers, on a aujourd'hui de la data qui est là, qui peut nous donner l'évolution du flux au niveau mondial, et on peut se projeter par des prévisions en termes de production et de future consommation. Merci. Si je récapitule, l'appropriation des nouvelles technologies de data va accentuer ce qu'on appelle les phénomènes de différenciation et bien entendu la performance des entreprises. Très clairement, un petit exemple. Ma mère fait ses courses à Darb Omar, un souk traditionnel. Ma femme, c'est les malls. Ma fille achète sur Internet. Les générations futures qui arrivent, elles vont plus se déplacer. Donc les habitudes de consommation vont changer, vont évoluer. L'entreprise doit évoluer, doit s'adapter. Je ne vais pas citer de nom, mais je prends 2 cas. Le cas Kodak s'est cassé la figure parce qu'elle n'a pas pris le train, alors que c'était un fleuron de l'industrie. On a une société au Maroc, 2 sociétés, l'une dans les piles et l'autre dans les biscuits. C'était des fleurons de l'industrie marocaine. Elles ont raté le virage. Aujourd'hui, elles sont dépassées. Donc il faut constamment évoluer avec son environnement et s'adapter aux besoins du consommateur qui devient de plus en plus exigeant, de plus en plus pointu. Et le passage de la digitalisation, la dématérialisation des systèmes d'information, la connectivité est extrêmement importante. Et c'est l'avenir de demain. Merci beaucoup. Donc, automatiquement, la question vous tombe dessus, c'est Mohamed Saad. Quelle est votre perception de la chose? Parce que quand on parle maintenant de digitalisation, c'est quelque chose qui est incontournable et comment il peut être un levier de différenciation, de performance. Moi, ce qui m'inquiète sincèrement, je pense que c'est le sentiment qui est partagé par... est-ce qu'il n'y a pas déjà un retard et comment peut-on le combler? Parce que quand on parle de données, c'est un savoir, c'est une connaissance, c'est un investissement et il y a des prédispositions pour y arriver. En fait, je remercie Talal d'avoir facilité la tâche parce que ce qu'il disait est tout à fait vrai et tout le monde dans cette salle ne peut qu'applaudir en fait on va dire cette vision de la CGEM pour justement pousser nos entreprises, PME, TPE, grandes entreprises en fait à épouser cette nouvelle, on va dire cette nouvelle donne, ce nouveau monde en fait qui profile, comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le new norm en fait dans le panel numéro 1, c'est le new norm, c'est d'aller vers cette nouvelle nouveau mode de comment voir l'entreprise, l'activité, repenser son activité, reshaping activity, c'est refondre l'activité, refondre les process avec les outils qu'on connaît aujourd'hui, hein, le cloud, le big data, l'analytics, les IoT, la virtualisation, l'intelligence artificielle, le deep learning, etc., etc. Où est-ce qu'on en est? L'OSIM a tenu ses assises il y a 2 semaines de ça, où 700 personnes étaient là pour parler donc de ce nouveau monde hein, auquel cette conférence y a participé le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, de Commerce et de l'Économie numérique, Moulahfi Al-Alami, et donc qui est aussi venu avec un certain nombre de messages très forts pour la communauté. Ce n'est pas qu'une histoire de gouvernement, certes, l'Agence du développement du digital a été créée il y a 2 années de ça, un décret de fin 2016. Elle est en cours en fait de constitution et de composition en allant chercher donc justement déjà hérité du département de l'économie numérique de 10 ministères, du même ministère, et donc mais aussi de s'armer des compétences qui sont à même donc de justement de montrer le chemin à prendre pour les entreprises, pour toutes, on va dire, toutes les composantes. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de la formation. Mais au niveau de la formation, il faudrait qu'on soit au-devant de la scène. C'est Talal parler du big data et justement peut-être ce nouveau monde qu'il faudrait qu'on investit. Mais
faute de formation, faute de compétences sur le big data, on ne pourrait pas y aller. Faute, on va dire qu'aujourd'hui, on forme des bac+5 qui veulent tous, après 3-4 ans, être des chefs. Aujourd'hui, je crois, on peut le dire, avec la PEBI, on est en train de travailler sur des programmes de bac+2, bac+3, mais avec la bonne compétence, les bons certificats pour justement donner à ce marché la compétence et l'expertise nécessaire donc, à faire du big data, de l'intelligence artificielle, de l'IoT, de la réalité augmentée, du cloud, en fait, les bonnes compétences qui vont construire ce Maroc de demain. Ces précisions, Lance, quelle est votre perception? Vous êtes à Los Angeles, comment vous voyez le reste du monde à travers ces configurations, l'incontournabilité, c'est-à-dire qu'il faut investir dans la digitalisation, les nouvelles formules de logistique. Comment vous percevez ces choses-là? Est-ce qu'on va accentuer les disparités ou vous pensez que réellement donc, on va arriver à une forme d'équilibre qui va profiter à l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs agissant dans le secteur du commerce extérieur? Well, the concept of digitization has many forms. It's not just turning everything into electronic format. And I think, so the concept of digitization will take different forms at different ports. It's not just about the technology or turning everything into an electronic format. There are other parts that may apply to each port's specific strategy. So for example, in Los Angeles, we take somewhat of a multi-prong approach where technology is one of the prongs, and that's a big part, but we also look at process management, and we also look at specific strategic land use within our port complex. So digitization in itself, just turning everything into electronic format, isn't the exclusive approach that I think every port should use. That should fit into their overall strategy. But having said that, it is a very important part, and I think that different ports at different rates around the world will take that concept. But it is a concept that is coming for sure. Si Talal avait interpellé sur deux aspects, je voudrais bien votre réaction, si Jalel, par rapport à ces problématiques justement de disparité. Je voudrais juste savoir de quelle manière Portnet, c'est vrai que c'est une réussite en termes de connectivité, mais comment elle peut accompagner aussi les opérateurs à gagner davantage en termes de compétitivité, notamment par l'accès à ces données. Et surtout, il l'a dit justement, si Mohamed Talal, c'est l'analyse de la donnée qui fait la différence. C'est l'analyse de la donnée et puis certainement le positionnement afin de gagner des points de compétitivité. Oui, merci. En fait, comme vous le savez, l'opérateur est au centre de nos stratégies. On ne travaille que sur les besoins des opérateurs économiques. Et là, quand on parle de disparité ou pas, ce n'est pas le cas uniquement de Portnet, c'est le cas en général des entreprises. Si vous voulez qu'on se projette dans l'avenir, les entreprises qui seront assez intelligentes pour investir leurs forces financières dans l'intelligence, ils pourront justement avancer très rapidement. Ils pourront justement faire des raccourcis au niveau de disparité. Mais les entreprises, même s'ils ont des capacités financières importantes, ils n'investissent pas dans l'intelligence, justement, vont être rattrapés rapidement par les autres qui investissent en intelligence. Je vais donner un exemple. En 2014, on a lancé le fameux engagement d'importation. Et avant le démarrage du projet, avant le lancement, juste les imminents, il y a un président d'une banque de la place qui a comme stratégie d'aller parfaitement vers le digital et il n'a pas comme stratégie d'investir sur l'ouverture des agences. Donc il y a des banques marocaines qui ont des milliers d'agences, mais lui, sa banque, c'était d'avoir une seule ou deux agences. Mais il avait un problème, c'est que l'accès aux clients, en fait le service client, parce qu'il y avait les process manuels, était très délicat. Il avait de la pression chaque jour de la part de ses clients pour ouvrir une agence à Tanger, parce qu'il a beaucoup de sous-traitants qui sont à Tanger, et qu'il était sur le point d'ouvrir une agence à Tanger. Et donc dès qu'il a su qu'on allait dématérialiser, qu'on allait lancer, il a retiré de sa stratégie cette ouverture, parce qu'il n'était pas aligné avec la vision de la boîte, qui était d'investir sur l'intelligence, mais pas d'investir sur les agences physiques. Et ça a marché, il a maintenu sa stratégie, ça c'est un exemple. Si on parle d'autres exemples, la
la capacité d'innover. J'ai donné l'exemple tout à l'heure d'un exportateur et comment Portnet peut accompagner par exemple un exportateur en faisant de la veille, en analysant la data qui existe chez nous mais aussi à l'international. L'exemple du Trade Sense qui part dans ce sens. L'Inde par exemple va lancer un contingent d'importation de tomates. Contingent d'importation, on va dire par exemple sur une centaine de tonnes ou centaines de milliers de tonnes. Les droits de douane vont baisser par rapport à la normale, il va y avoir un tarif préférentiel. C'est une opportunité pour les exportateurs marocains qui font de la tomate. Mais comment ils vont savoir cette information si on est incapable de les cibler en temps réel et de leur ramener cette information toute prête sans qu'ils la demandent? Et c'est ça vraiment l'intelligence communautaire. Et nous, grâce au fait que tout le monde travaille sur la même plateforme, on a cette possibilité. On sait qui exporte la tomate. Et on sait si l'Inde, il suffit d'analyser la donnée, de savoir que l'Inde a lancé un contingent d'importation de tomates, on va cibler ceux exactement qui exportent la tomate et on leur dit, vous pouvez dès demain exporter de la tomate vers l'Inde parce que les droits de douane sur la tomate ont baissé en Inde. Donc, si on arrive à investir sur l'intelligence, on pourra réduire justement les décalages qu'il y a aujourd'hui, les failles qu'il y a aujourd'hui et qui sont liées à des contraintes financières. Demain, il n'y a plus de valeur de la puissance financière d'une société si cette puissance financière n'est pas investie en intelligence. L'entreprise peut être rattrapée très très rapidement par une petite entreprise qui n'a pas de capacité financière mais qui investit sur l'intelligence. Parce que, j'ai donné l'exemple, un réseau bancaire de 1000 agences ne veut absolument rien dire. Avoir une taille de milliers de personnes dans la boîte ne veut absolument rien dire. Si on a une intelligence artificielle derrière, si on peut analyser l'information, si on peut prendre les meilleures décisions le plus rapidement possible, mais en connaissance de cause. En connaissance de cause, c'est-à-dire avoir les bonnes données, les bonnes décisions, et c'est ce qui manque à toutes nos entreprises. Pour vous, c'est une question de priorisation des investissements. Donc, il faut investir davantage dans ce qu'on appelle la logique intelligence, justement. Sur les projets d'intelligence. Investir sur les projets d'intelligence. Aujourd'hui, ce n'est plus l'investissement sur l'infrastructure qui va faire la différence. Parce que si vous voyez un petit peu le classement des boîtes qui font le plus de rentabilité au monde entier, c'est les boîtes qui investissent en intelligence. Vous voyez voilà. Parfait. Merci beaucoup, Si Jalal. Alors, Miss, je voudrais bien, par rapport à ce qu'a dit Jalal, le lien qu'on pourrait avoir entre l'intelligence, l'investissement en intelligence et bien sûr dans tous les process nouveaux et l'innovation. Y a-t-il un lien naturel? Et comment donc peut-on diffuser, contaminer pratiquement les entreprises par le recours à ce qu'on appelle l'innovation constante et agile? Well, that's, I think, the biggest problem with innovation. Innovation doesn't only happen just by putting money in it. It's really getting people together, working together, defining new ideas, being creative. So that is what you really have to do, get everyone together from every part of the country, of your economy, bring them together, get them creative in a smart way. So don't just put them around the table, but get them really active. And from that on, try to be creative, find new innovations. Don't start typing in code right away, but just talk to each other. Talk to each other, what do you need, and how can we find each other somewhere so that everyone benefits. I think that's the main part of innovation. So money is okay, because ultimately you need money, but starting up innovation always starts small. Take small steps. Yes. Miss, c'est vrai que ce n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est aussi une capacité de fédérer, c'est une capacité de générer ce qu'on appelle de l'émulation et bien sûr de générer ce qu'on appelle de l'intelligence collaborative, et c'est souvent aussi source d'innovation. Je me retourne vers la salle s'il y a des questions sur ce qui a été dit. Des questions? Allez-y. C'est Rachid Tahri qui réclame un micro. Micro, mesdames. Voilà, c'est Rachid, 2 micros à votre attention, vous voyez. Merci. Effectivement, la digitalisation va changer
toutes les habitudes et les coutumes de toutes les sociétés. Maintenant, ma question, quid des barrières non tarifaires dans tout ce système-là? Est-ce que vous m'avez entendu? C'est Rachid, est-ce que vous avez choisi ou ciblé quelqu'un qui pourrait répondre à votre question? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Non, pas spécialement. Donc vous ne ciblez personne? Je cible personne, je cible les experts que nous avons en face, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on travaille tous pour développer la digitalisation. L'OMC a déjà mis en place des systèmes, bien sûr, de tout ce qui est accords multilatéraux, mais reste la question des barrières non tarifaires. Qu'en est-il à travers justement tout ce qu'on fait par rapport à la digitalisation? Je sais pas s'il y a des... Il me faut quelqu'un qui prenne l'initiative de réponse. C'est Mohamed Talal peut-être, parce que je te vois sourire. Ah ben, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un sujet qui ne me concerne pas. Non, très rapidement. Je vais revenir un peu à ce qu'on a déjà dit auparavant. L'intelligence économique. Mais ça fait partie de l'intelligence économique, les barrières non tarifaires. C'est de la stratégie d'influence. Nous avons besoin aujourd'hui d'une communauté d'intelligence économique. L'Asie a un ministère d'intelligence économique. Nous, on n'a même pas encore un département, si ce n'est celui du commerce et de l'industrie qui a son département d'intelligence économique. C'est de l'influence, c'est du réseau, d'accord? Les accords, mais les accords, attendez, vous allez à Bruxelles, c'est des immeubles. Hein. Nestlé a un immeuble, Coca-Cola a un immeuble, ils passent leur temps à travailler sur les accords. Si Mahsoussi est très bien placé, c'est un ancien du ministère, il a travaillé sur l'accord de libre-échange, mais ce n'est que ça. Donc oui, pour la digitalisation, mais ce matin j'en ai parlé, le volet juridique, la territorialité, tout cela, il faut le travailler en parallèle. C'est bien d'avoir des bases de données, c'est bien de gérer, d'avoir d'informations, mais après, si vous êtes incapable de rentrer sur un marché parce que, justement, un article B64, alinéa 34, page 68, n'a pas été vu et que nous n'avons pas traité, eh bien, nous allons hors circuit. On va prendre un simple exemple. L'accord sur le transport à l'international, les autorisations. On a beaucoup négocié, Massir Rachid Tahri, qui est avec moi vice-président de la Fédération de transport. Eh bien, attendez, c'est un accord qui a été bâclé. On s'est retrouvé en porte-à-faux et au détriment de la flotte marocaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la flotte marocaine, à l'international, représente moins de 10% du fret entre l'Europe et le Maroc. Parce qu'on a mal négocié le traité, on a mal négocié l'accord, parce qu'il n'y a pas eu d'influence, il n'y a pas eu de réseau, il n'y a pas eu... Donc l'intelligence économique doit avoir son poids et sa place dans tout ce monde de la digitalisation et de la dématérialisation, et les barrières non tarifaires, mais c'est un moyen d'agir sur les marchés et sur les flux. Talal, est-ce qu'il y aurait d'autres compléments de réponse? Sinon, j'interpelle Sil Mahsoussi parce que vous étiez dans ce département-là. Comment vous pouvez répondre à cette question? C'est-à-dire à quoi ça sert? C'est lui qui a fait l'accord qu'il a bâclé. Et c'est lui en plus qui était l'un des instigateurs. Donc au moins un droit de réponse sur cette question-là. Bon, pour être honnête, je n'ai pas de réponse exacte, mais... Vous avez contribué à la rédaction de ces accords. Donc, non, mais là, on est en train de parler de la dématérialisation ou des barrières non tarifaires d'un point de vue plus ou moins particulier. Pas dans le cadre des barrières non tarifaires, dans la logique échange de marchandises, ou barrières peut-être pas non tarifaires, mais barrières réglementaires lorsqu'il s'agit de libéralisation de services. Donc mais je suis tout à fait d'accord avec Talal pour dire que pour pouvoir suivre ce genre de barrières de manière générale, il faut qu'il y ait des équipes spécialisées et très rodées pour pouvoir suivre un peu l'évolution, pour qu'elles soient informées et pour qu'elles puissent donner l'alerte. En plus, bien entendu, de l'aspect lobbying. Et donc, d'un côté, il faut suivre l'information, précéder les événements, et de l'autre, il faut être en mesure de les contrecarrer. Et je prends juste un exemple, ce ne sont pas les barrières non tarifaires, mais les mesures anti-dumping, par exemple. Je peux vous assurer que dans des pays à économie égale au Maroc, voire moins, ils ont des équipes très étoffées. Je prends juste un exemple.
Au moment où au Maroc, au niveau du ministère du Commerce, nous avons moins d'une dizaine de personnes qui s'occupent de l'ensemble des mesures de défense commerciale. Quand je dis l'ensemble des mesures de défense commerciale, ça veut dire les mesures conservatoires, les mesures anti-dumping et les mesures compensatoires. En Égypte, il y a déjà quelques années, il y avait 120 personnes. Donc c'est juste pour dire que il est vrai que les barrières non tarifaires aujourd'hui, avec les réductions de droits de douane, ils deviennent de plus en plus importantes et donc ils sont beaucoup plus utilisées et par conséquent, on ne peut pas ignorer cet aspect, accord ou pas d'accord, puisque les barrières non tarifaires n'ont pas un lien direct avec les accords. Parce que vous pouvez trouver les barrières non tarifaires dans les accords, quand vous pouvez le trouver dans donc le commerce normal, la NPF, la nation la plus favorisée. Voilà. Beaucoup. Silaïd, vous voyez, c'est Rachid, vous auriez pu poser votre question directement à votre voisin. Allez-y, allez-y, monsieur. Bonsoir maintenant, non, parce que je crois qu'il est un peu tard, donc je vais aller très rapidement. Je me présente très rapidement, Philippe Guillaumet, responsable des projets internationaux et européens du port de Marseille-Fos et aussi secrétaire général de l'Association des ports de Méditerranée. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour la qualité de vos propos, donc remercier les panélistes et revenir sur 3 points qui m'ont paru très importants dans ce que vous avez dit. L'exemple de Waze m'a paru particulièrement pertinent, j'ai bien aimé. Cela étant, quand moi je suis dans ma voiture, je suis encore le décideur, même si le logiciel me dit de prendre peut-être cette route. Pourquoi ? Mais je reviens après à l'exemple portuaire. Hein. Parce que peut-être je connais bien cette route, parce que peut-être que je vais rencontrer telle personne qui va m'offrir tel café à ce moment-là. Et donc même si le logiciel me dit que c'est plus rapide et moins cher, je vais peut-être préférer encore une autre route. C'est juste pour dire que dans le transport maritime, il y a beaucoup, beaucoup d'habitudes et d'humains, même si on digitalise tout. Et parce que je suis secrétaire général des ports de Méditerranée, il est plus facile de joindre l'Europe par les ports euro-méditerranéens que par les ports du Nord. C'est plus rapide et c'est souvent moins cher. Et pourtant, vous savez que 70% des gens passent par Rotterdam ou Anvers. Voilà, c'est juste un exemple. Le deuxième point que je voudrais aborder, s'il vous plaît, c'est sur le mode de consommation. Monsieur en a parlé, le mode de consommation, vous avez une analyse tout à fait pertinente. En effet, je reviens de Chine où il y avait la China International Import Expo et on voit les consommateurs chinois consommer toute la journée par petites quantités, exactement comme vous avez dit. Alors je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas c'est exactement ce qui se passe. Et vous allez dans le moindre petit marché, vous achetez 500 grammes de mandarines dans la rue, hein, parce que c'est l'exemple, vous payez en QR code au petit marchand, qui est vraiment le petit marchand du petit marchand. C'est assez incroyable. Donc effectivement, toute la chaîne logistique va devoir certainement s'adapter au mode de consommation que vous décriviez parfaitement, monsieur. Enfin, la dernière chose qui me paraît très importante, c'est la qualification. Et la qualification dans la logistique, vous en avez parlé vous, monsieur, et c'est un point très, très important. Ces 3 points, en fait, sont des points qu'on va analyser, nous, dans l'Association des ports de Méditerranée, qui a été lancée le 27 juin, et je trouve que c'est tout à fait pertinent. On manque dans les ports, mais aussi dans les systèmes portuaires, de qualification logistique. Et juste pour conclure mon propos, je rappellerai les termes d'un ancien PDG de HP, Hewlett Packard, je ne me rappelle plus le nom m'échappe, mais il disait que si HP savait ce que HP sait, alors c'est une entreprise qui serait 3 fois plus profitable. Donc déjà, avant, il faut développer de l'intelligence économique, mais essayons de regarder en nous-mêmes, dans nos institutions, établissements et entreprises, ce que nous savons déjà. Et en mobilisant tout ça, on arrivera déjà à savoir beaucoup plus. Merci encore pour la qualité de vos propos et de cette réunion. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Soyez le bienvenu parmi nous. Et merci de la pertinence de vos propos, parce que c'est vrai que ça résume beaucoup de choses, l'essentiel surtout, notamment la dimension du capital humain, parce que c'est vrai qu'on parle de digitalisation, on oublie que c'est l'humain qui est derrière, et c'est surtout l'humain qui va l'utiliser, bien sûr, et l'orienter pour
gagner en compétitivité, en performance. Donc si on n'accompagne pas par de la formation et de la sensibilisation, je l'ai entendu tout à l'heure, donc forcément on n'ira pas très loin. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez des réactions par rapport à ce qu'a dit monsieur le secrétaire général. Allez-y, si j'avais. Oui, juste une petite réaction. Donc, juste par rapport, bien entendu, c'est l'être humain qui décide, mais la grande différence, est-ce que l'être humain va décider en connaissance de cause ou en méconnaissance de cause. Donc, quand on met à sa disposition des outils d'aide à la décision qui sont intelligents, il va décider, mais il va décider autrement, mais en connaissance de cause, parce qu'il aura toujours des paramètres peut-être qu'il n'y a pas dans la place. Et là, la deuxième remarque, c'est tout le monde le sait, en tout cas les informaticiens, l'intelligence artificielle, on devient plus intelligent quand on a plus de données. Et c'est ça un petit peu le rôle de la communauté. On va s'éclater quand on est plus nombreux. Plus on est nombreux, plus on s'éclate, on a plus de données, plus on est plus intelligent ensemble. Donc c'est un petit peu le dernier mot que je peux placer. Merci. Merci de cette belle parole. Je ne sais pas si vous avez, messieurs, d'autres interventions ou la salle, d'autres questions. Donc, Madame la Présidente, avec votre autorisation, donc, je vais remercier chaleureusement les panélistes et surtout de votre patience et de rester avec nous jusqu'à cette heure-ci. Excellente fin de soirée et à très bientôt.